Bonsoir à toutes et à tous. L'idée pour moi ce soir, c'est dans un premier temps de revenir assez brièvement sur l'industrie pharma, ou du moins l'industrie de santé, afin de vous présenter les évolutions des métiers, les enjeux et les attentes, aussi bien de la branche que des différents organismes de formation existants en France sur le sujet, et de faire la transition avec les formations existantes, et plus particulièrement ce soir, un focus sera fait sur la partie market access. Vaste métier, ou du moins enjeu majeur pour un laboratoire pharmaceutique. Avant cela, l'idée pour moi, ça va être donc de vous présenter le LEM et l'industrie du médicament, le market access, les emplois, les métiers, ou plutôt l'évolution du métier, les insertions des jeunes, parce qu'aujourd'hui le market access, c'est également 2 diplômes en France, enfin 2 diplômes majeurs et également d'autres sous-diplômes, on pourra y revenir par la suite. Et donc du coup un certain recul pour pouvoir s'insérer et pratiquer cette discipline, si je peux m'exprimer ainsi. Et enfin quelques tips pour préparer votre intégration en entreprise. Parce que le but, encore une fois, c'est qu'on puisse échanger ce soir sur votre projet professionnel. Et enfin, bien évidemment, donc vous avez derrière moi des petits encarifices, mais ce soir, c'est bien le LEM apprentissage que je représente. Dans la dénomination LEM apprentissage, on a le LEM qui est donc l'organisation professionnelle des entreprises du médicament, dont l'objectif majeur est de représenter l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques afin de les représenter à différentes échelles, à différents niveaux, principalement au niveau étatique, pour défendre les intérêts collectifs de tous les laboratoires, aussi bien sur l'accord cadre au niveau des prix des médicaments que sur la partie ce que j'appellerais RH au niveau des conventions collectives et accords de branche. Aujourd'hui, le LEM représente près de 270 entreprises adhérentes. C'est un chiffre qui fluctue, mais on est, pour rentrer dans le détail, grosso modo, sur 300 labos pharma en France. L'industrie pharma, c'est 100 000 collaborateurs sur le territoire français. On va faire le tout premier test de la soirée. Je vais donc vous lancer une vidéo qui résume plutôt bien ce que je vais vous décrire par la suite, c'est-à-dire les différents métiers et l'industrie pharmaceutique, ou du moins l'industrie du médicament, comme elle est constituée aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es encore là, Claire. L'idée, c'est que tu puisses me dire si tu entends le son. Alors, pour le moment, non. Je vais lancer le son. Ah, c'est bon. Oups. Excusez-moi.
Voilà, comme vous avez pu le voir, et comme c'est synthétisé sur cette slide, on est du coup sur une industrie innovante. Rentrons un peu dans le détail. Le LEM, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est 100 000 emplois directs, 300 laboratoires pharmaceutiques en France, 60 milliards de chiffre d'affaires en 2019, sachant qu'on est sur une plus forte croissance en 2020. Ce chiffre d'affaires est à pondérer avec le fait que la moitié de ce chiffre est aujourd'hui réalisé à l'export. On a un salaire brut moyen de 4 028 € en 2019 et on forme en apprentissage sur l'année 2020 6 300 jeunes. Pardon. On est sur une moyenne de 10 à 11 000 recrutements chaque année et 55% des salariés recrutés ont moins de 30 ans. Donc on est sur une industrie innovante et de plus en plus jeune, qui tend à se rajeunir. On a 6 principaux bassins d'emploi pour l'industrie pharmaceutique. Le principal et de loin sera l'Île-de-France avec presque 42% des emplois sur ce bassin. Et on va avoir des régions qu'on va appeler périphériques, que sont le centre Val-de-Loire et la Normandie. Principalement, on va trouver du coup les sites de production qui sont donc périphériques à l'Île-de-France, qui représentent à eux deux 15% du pourcentage, du taux d'emploi de l'industrie pharmaceutique. Donc on voit que tout est quand même assez regroupé sur cette partie-là, sur le 3/4 nord de France. Et on a un deuxième gros pôle qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes, sur lequel on va trouver énormément de sites de production en biotechnologie, entre autres, et également quelques sites exploitants. Cette carte, ou du moins cette représentation, elle est significative pour vous et essentielle car elle vous permet aussi de commencer à constituer un peu votre projet professionnel. Parce que lorsqu'on parle de projet professionnel, c'est la réalisation d'un métier, mais c'est aussi réfléchir à où est-ce qu'on le réalise. Donc concrètement, si on a des velléités d'être pharmacien sur site exploitant, je dis une bêtise, en Nouvelle-Aquitaine ou dans le Grand Est, c'est pas effectivement là où on va trouver le plus d'offres ou de sites exploitants. Donc cette carte aussi, elle est importante pour vous rappeler que les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas tous présents sur le territoire et qu'il y a quand même des zones plus importantes que d'autres. Pour entrer dans le détail, donc on a dit que l'industrie pharmaceutique, c'était 100 000 emplois en France. L'idée, c'est de faire un petit focus sur le métier du soir. Avant cela, on va revenir sur les 100 000 emplois. Aujourd'hui, comme l'expliquait un peu la petite vidéo, on est sur des métiers qui sont à plus de moitié féminisés, avec un âge moyen de 43 ans. Donc, vous avez en bas à gauche la pyramide des âges et on voit que l'industrie, entre guillemets, tend à se rajeunir, même si aujourd'hui on a une population de plus de 50 ans. La dynamique et la GPEC des différents laboratoires pharmaceutiques tend à diminuer l'âge des collaborateurs. Donc sur ces 100 000 collaborateurs, on a bien évidemment plus de 90% des salariés en CDI à temps plein. Une autre partie de la slide qui est intéressante, c'est les effectifs selon la taille employeur. On est donc sur une industrie avec très peu de laboratoires, mais recrutant quand même un certain nombre d'employés. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les 300 laboratoires recrutent généralement emploient plus de 2000 salariés. Donc en fait, les 300 labos, et qui plus est les 15-20 plus gros, ont tendance à recruter massivement, et c'est là où on va retrouver le plus gros des effectifs de l'industrie pharmaceutique. Sinon je vois plus trop. Je vous laisse également regarder sur la droite de la slide les embauches. Comme j'expliquais tout à l'heure, on est sur une moyenne de plus de 10 000 embauches chaque année, avec la part belle évidemment sur l'apprentissage, on y reviendra par la suite,
Mais effectivement, cette tendance à rajeunir les effectifs passe bien évidemment par le recrutement d'étudiants en apprentissage. Je fais une petite pause. J'ai pas l'œil sur le chat, donc je ne sais pas si Charlotte, Claire, Raphaël ou Amélie, vous avez l'œil pour éventuellement me remonter des questions. Je regarde et on n'a pas de questions pour l'instant. On te les remontera, Kevin. N'hésitez pas à me couper la parole, je le prendrai pas mal. Affaire conclue. Affaire conclue. Le gros des effectifs en pharma, aujourd'hui, c'est principalement la R&D et la prod. C'est plus de 50% des salariés, donc à peu près 50 000. Ah, je crois qu'il y a une question qui est apparue. Ah non, c'est pour dire bonsoir. Non, je répondais à Romain, voilà. C'est tout. C'est principalement sur la production qu'on va retrouver le gros des effectifs. Mais voilà, regardez, je vous laisse regarder aussi la répartition aujourd'hui qui se fait sur la partie promotion et commercialisation. C'est d'ailleurs là, de mémoire Ah non, c'est sur la partie affaires médicales désormais qu'on met le market access. Donc c'est une plus faible effectivement représentation aujourd'hui, le market access. C'est 3000 collaborateurs sur toute la France. On a la partie fonction support qui vous intéresse un peu moins forcément, qui représente 16%, donc 15 000 salariés. La promotion et commercialisation avec pour le coup le marketing entre autres, où on est là à 23% des effectifs. La R&D à 13% et la partie QHS à un peu moins de 10%. Donc on voit malgré tout que la recherche et le développement, la production sont quand même des parts dominantes des emplois et métiers au sein de l'industrie pharmaceutique. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on avait énormément de monde sur la partie prod en début de semaine. La tendance aujourd'hui, je crois que j'avais les derniers chiffres, parce qu'on n'a pas l'évolution sur la partie information médicale et réglementaire, mais la tendance est clairement à la hausse, même si ce n'est pas indiqué sur cette slide. Donc les 3634 collaborateurs, on est sur un chiffre qui tend à augmenter. Aujourd'hui, le métier d'MSL a fortement été réglementé. Depuis l'année dernière, des nouvelles réglementations au niveau de la formation également ont été mises en place parce qu'il y a un gros enjeu pour l'ensemble des labos pharmaceutiques et le trend est clairement en hausse sur 2020 et sur 2021. Les métiers du market access dans les labos pharma. Aujourd'hui, on a fait le choix de distinguer 4 grands métiers. L'idée, c'est pas forcément rentrer dans le détail, mais plutôt vous les présenter. D'ailleurs, j'ai omis ce détail qui est quand même très important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la présence d'Amélie et Raphaël, qui sont, si je ne dis pas de bêtises, d'anciens du CFALEM, ou actuels ou anciens? Moi, c'est ancien. Ancien Mais... aussi. Anciens, qui occupent tous deux justement des postes en market access. Donc l'idée, ça sera par la suite que eux puissent brièvement se présenter, vous présenter bien évidemment leur parcours et vous expliquer un peu les tenants et aboutissants de leurs différents métiers. Donc voilà, nous on a distingué vraiment 4 métiers. Le directeur de l'accès au marché, donc forcément le plus haut en hiérarchie. Sans vous révéler de grands secrets, on n'intègre pas l'industrie pharmaceutique après un doctorat en pharmacie directement directeur. Bien évidemment, il y a des étapes intermédiaires, mais voilà, l'idée c'est pour vous dire que généralement, on a une personne qui représente tout le service qui est à la direction. On a un responsable du market access. On a bien évidemment un responsable des études épidémiologiques, mais je pense qu'Amélie et Raphaël pourront vous expliquer le lien très fort qu'il y a aujourd'hui entre les études cliniques et le market access. Et le responsable des études pharmaco-économiques. D'ailleurs, je ne sais pas, Claire, à quel moment tu me conseilles de laisser la main à Amélie et Raphaël? Juste après les chiffres qui vont être développés sur le market access, tu as un petit focus sur les métiers et on donnera la main à Raphaël et à Amélie
à l'issue de la présentation des fiches métiers. Parfait. On a une très, très, très grande diversité des profils recrutés au sein de l'industrie pharmaceutique. On est, quoi qu'il arrive, sur des niveaux de qualification qui sont plutôt élevés. La majorité des employés sont des salariés cadres. Le niveau de formation va de bac pro à bac plus 12, même si la réalité, c'est que dans l'industrie pharma, on essaye même via les CQP d'avoir un niveau bac plus 2, bac plus 3 pour l'ensemble des collaborateurs, parce qu'on essaye d'avoir des personnes qui peuvent tout au long de leur carrière évoluer sur différentes dominantes, que ce soit sur site de production ou sur site exploitant. Et donc voilà, avoir déjà un bagage de connaissances ou un bagage théorique un peu plus élevé. Donc le métier phare, je ne vous fais pas de secret, c'est le métier de pharmacien, qui est présent dans toutes les familles de métiers, celles que je vous ai présentées tout à l'heure. On a ce qu'on va appeler les scientifiques de formation supérieure, qu'on retrouve bien évidemment sur la R&D, sur la prod, sur la partie commercialisation-diffusion. On a de plus en plus, et ça c'est vraiment ce vers quoi tendent de plus en plus d'écoles, et ce vers quoi se rapprochent de plus en plus les facultés de pharmacie, c'est le métier d'ingénieur, ou du moins de métier de pharmacien-ingénieur, qu'on trouve bien évidemment massivement sur les sites de production, et également en R&D. On a toujours nos amis médecins qui sont forcément présents sur la partie commercialisation-diffusion et en R&D, et surtout sur la partie études cliniques, très souvent. Et on a, pour toutes les fonctions support, les profils non scientifiques, issus d'écoles de commerce, de marketing ou de gestion, donc gérer toute cette partie qu'on peut trouver au sein d'un laboratoire, toute la partie administrative. Alors, la slide que je vous présentais 3 slides précédentes est similaire à celle-ci, à la différence près que cette fois, on a fait le focus sur la partie Market Access. Donc, je vous laisse regarder. Je n'ai pas forcément de détails autres, ou du moins supplémentaires ou complémentaires à ce que je vous disais tout à l'heure, sauf que là, le focus est fait sur la partie Market Access. Mais on retrouve les mêmes tendances, donc un fort taux de féminisation, 90% de salariés en CDI et des embauches qui tendent à rajeunir les effectifs sur les prochaines années. L'idée, effectivement, était de vous présenter l'ensemble des métiers, ou du moins l'ensemble des grandes familles de métiers. On va rentrer un peu plus en détail sur ce que vous allez pouvoir trouver. Donc là, on va quitter la partie Market Access, on va être un peu plus global. L'idée, c'est que vous puissiez voir un peu les métiers sur lesquels travailleront les pharmaciens de demain. Donc là, on a 4 grandes familles, à nouveau la R&D, la prod, la partie commercialisation et enfin la partie filière transverse. D'ailleurs, je vois que on a laissé MSL sur la partie commercialisation. Donc, on va faire le petit focus sur la partie promotion et commercialisation. Aujourd'hui, vous allez pouvoir intégrer l'industrie pharma sur soit des métiers MSL, soit sur la partie délégué médical hospitalier, éventuellement sur la partie chef de produit junior, donc là, qui a une tendance un peu plus marketing, ou responsable transparence. Je préfère être précis. C'est que là, vous avez des dénominations, des appellations qui, bien évidemment, d'un labo à un autre, d'un service à un autre, peuvent changer. Aujourd'hui, vous pouvez être MSL ou référent médical, vous pouvez être délégué médical ou assistant, enfin voilà. Les dénominations peuvent changer d'un laboratoire à un autre. Donc, sur cette slide-là, ne retenez pas forcément la dénomination que nous avons donnée, ou du moins que le LEM donne, mais retenez plutôt le fond et sachez que d'une structure à l'autre, ça peut bien évidemment changer. Et on a d'ailleurs chargé de Market Access sur la partie filière transverse, qu'on peut trouver aussi. Alors, la question que vous ne pouvez pas me poser, vu que vous avez tous vos micros fermés, c'est que fait finalement un chargé de Market Access? On a fait une définition, alors je la trouve vraiment très sommaire, et c'est vraiment intéressant que Amélie et Raphaël soient là pour qu'ils puissent nous partager un peu leur quotidien.
Mais dans l'idée, c'est une personne qui va préparer l'accès et le maintien du produit sur le marché par une prise en compte optimale des attentes des autorités de santé et d'une évaluation médico-éco régulièrement actualisée. Donc c'est une formule, je trouve, un peu barbare. Mais voilà, mais je pense que tout y est l'idée, pour vulgariser un peu, c'est d'avoir en tête qu'on a une balance bénéfice-risque, qu'on a la création d'un produit de santé, le médicament, entre autres, et que l'idée du chargé de market access, c'est pouvoir répondre aux attentes des autorités en présentant un produit pour lequel on maîtrise toute la toxicité, pour lequel on maîtrise le marché et pour lequel on maîtrise aussi la notion tarifaire. On a du coup défini ou du moins caractérisé, là ce que vous trouvez, c'est très souvent les fiches de poste qui sont sur les annonces lorsque un laboratoire ou lorsque le LEM recrute des chargés de market access. C'est vraiment les différentes activités qu'on peut retrouver. Encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive. D'un laboratoire à un autre, vous pouvez réaliser toutes ces missions, pas du tout, en avoir d'autres en complément, travailler un peu plus sur la partie essais cliniques, voire plus avec le marketing, etc., etc. Au sein du LEM, nous avons identifié différents métiers qu'on va appeler émergents, pour lesquels les laboratoires ont identifié d'une part une pénurie et deuxièmement un fort besoin sur les prochaines années. Et du coup, ils ont mandaté l'ensemble des acteurs, donc facultés de pharmacie, organismes de formation, entre autres, de pouvoir préparer les futurs professionnels de santé, les futurs ingénieurs, les futurs techniciens, les futurs pharmaciens, à pouvoir être présents sur ces différents métiers pour justement pouvoir répondre aux enjeux et aux problématiques de demain. Donc on trouve bien évidemment la partie e-santé, la partie biostat ou informatique, donc spécialiste data mining, je le mets également dedans, la coordination logistique des essais cliniques, l'ingénieur bioprod évidemment, et les métiers des affaires réglementaires et de la qualité. On est déjà présent très fortement, mais voilà, ça reste des enjeux qui sont très évolutifs en fonction des lois et des réglementations qui changent assez souvent. Et bien évidemment, le métier d'MSL. Sur cette slide, vous avez un parallèle qui va être fait entre les niveaux d'études et les métiers qu'on peut retrouver en fonction des différents besoins en recrutement. Sachant que pour vous, la messe est dite, hein, vous êtes tous étudiants en pharma. Je pense que si vous êtes présents aujourd'hui, c'est que vous êtes tous et toutes intéressés par la filière industrie. Donc il y a de fortes chances que vous finissiez tous, et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, docteur en pharma. Alors Kevin, on a juste une question. Est-ce que tu pourrais revenir sur la définition du Medical Science Liaison? C'est donc ça. Le MSL, je vais le faire de manière synthétique. Aujourd'hui, le lien entre les professionnels de santé sur structures hospitalières, entre autres, et les industriels pharmaceutiques sont réglementés. L'idée, c'est qu'on a désormais ce qu'on va appeler un référent médical, c'est-à-dire un professionnel scientifique ou de santé ou médical de plutôt haut niveau qui va être en lien avec ces professionnels de santé afin de leur présenter toutes les études et lui démontrer entre guillemets l'efficacité des différents médicaments, des différentes thérapies à proposer entre guillemets à des futurs patients. Voilà comment je peux schématiser grosso modo le MSL ou le RMR, sachant que qu'on soit sur un labo pharma, qu'on soit pour une autorité, les missions ne seront pas les mêmes. Mais l'idée qu'il faut avant tout retenir, c'est ce lien qu'il y a à créer entre le professionnel de santé
sur une structure hospitalière, par exemple, et le lien, le pendant médical, entre guillemets, ou le commercial médical qui sera en lien avec cette personne du laboratoire pharmaceutique. Donc, c'est ça le MSL ou le référent médical. Le LEM, il y a 2 ans maintenant, a mis en place, donc je vous invite à retenir ce lien, a mis en ligne une brochure plutôt afin de vous présenter les 15 métiers. Alors, ça reprend un peu la slide précédente. Donc, les 15 métiers émergents et donc accessibles aux jeunes pharmaciens industriels. Donc, vous allez justement retrouver les chargés de market access, le métier d'MSL, les métiers de réglementaire ou de qualité, assez bien détaillés, dans lesquels vous allez justement pouvoir retrouver des témoignages métiers, des témoignages de parcours de personnes qui officient actuellement sur ces différents postes. Mon apprentissage. On peut laisser Je du crois coup que la je parole. crois que c'est le moment de laisser. Je ne vois que Raphaël le présent, donc je ne sais pas si Amélie est toujours là. Donc je vais laisser la main à Raphaël afin qu'il puisse. Je vais enlever le. Non, c'est pas la peine. Qu'il puisse se présenter, nous décrire un peu le parcours et compléter éventuellement ce qui a été dit jusqu'à présent. Ça marche. Merci Kevin. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Raphaël, je suis responsable Market Access chez BMS aujourd'hui et donc j'ai fait mon alternance chez Celgene avant le rachat et en même temps que je faisais le master Market Access Évaluation médico-économique du coup de Paris Sud, Paris-Saclay, dirigé du coup par Isabelle Borgé, donc avec le CFALM. Je sais pas après au niveau de l'apprentissage. Qu'est-ce que tu avais fait en 5e année? Comme stage? Ouais. Et Ouais. comme donc du coup, tu as pris la filière industrie dès la 4e. Yes. Tu étais dans quelle faculté? Amiens. À Amiens, ok. Donc nous, à Amiens, on a la particularité de faire notre stage de 5e année pendant presque 7 mois. D'accord. Donc moi, je l'ai fait au sein d'un tout petit labo qui s'appelle Incel Chimos, qui est un distributeur d'ATU, donc vraiment une activité très très particulière qui il va gérer du coup les produits qui sont en autorisation temporaire d'utilisation pour des grands labos, mais qui ne veulent pas s'en occuper, du fait de très 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 petites populations de patients et des besoins vraiment spécifiques. Donc là-bas, j'étais donc stagiaire en affaires médico-économiques et en business développement. Donc pas précisément de market access à la base, mais au final, avec l'avantage d'un petit laboratoire, c'est qu'on peut toucher à tout. Et ce qui était vraiment top pour un stage, c'est que ça permet de tout découvrir. Et du coup, en tout état de cause, savoir ce qui nous plaît. Donc là-bas, en fait, ça m'a permis de pouvoir vraiment apporter une valeur en tant que pharmacien, parce que voilà, il s'agissait de valoriser des produits avec des besoins vraiment spécifiques pour des fois une dizaine de patients, et qui m'a finalement porté au master Market Access et donc à mon alternance chez Celgene, où j'étais du coup alternant Market Access et Pricing, puisqu'on avait cette chance-là que le laboratoire était encore à une taille raisonnable qui permettait de faire les deux activités. Et donc voilà, après, qu'est-ce que je pourrais dire? Quel était ton quotidien chez Alors, Celgene? Celgene. C'est Celgene, pardon. Ouais. Je pourrais pas dire une journée type, parce qu'en une journée, on fait pas grand-chose. On va dire sur une semaine classique, enfin, au fil de mon alternance, j'ai pu faire 2 dossiers de remboursement. Donc le dossier de remboursement, c'est vraiment la chose classique, mais ce qui est, à mon sens, intéressant, c'est tout ce qui entoure ce dossier-là. On va avoir vraiment une énorme collaboration avec plein de fonctions différentes. C'est ça qui est vraiment top. Euh, on va travailler avec les affaires réglementaires, on va travailler avec le marketing, on va travailler avec les affaires médicales, avec la pharmacovigilance, parfois même avec le terrain qui vont nous remonter des informations qu'on n'a pas. Donc c'est vraiment un truc très, 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 très pluridisciplinaire.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper excitant tous les jours, quoi. Au final, ça nous porte vraiment. Et c'est ce qui va être finalement mis à plat dans le dossier, mais qui n'est que la finalité. Donc moi, pendant mon alternance, j'ai pu en faire 2 dossiers de remboursement. Donc j'étais en hématologie, euh, dans 2 aires thérapeutiques distinctes, avec toute la stratégie qui s'appliquait à ce dossier-là, donc avec vraiment une stratégie de market access, que ce soit déjà pour savoir si on veut proposer le produit en accès précoce, en ATU ou des choses comme ça. Après, il va s'enchaîner la stratégie de soumission avec toutes les contraintes réglementaires qui existent en France, puisque je pense que le responsable market access, il a cette connaissance qui est riche de connaître le process de remboursement en France, qui est pas forcément simple. Et c'est lui qui va voilà, pouvoir rythmer tout ça depuis le moment où on va déposer le dossier, qui va donner le go, et jusqu'à après les rencontres avec la HAS, avec la commission de transparence. Par la suite, après, toutes les négociations de prix qui sont des négociations hyper intéressantes parce que tournées vers la valeur du produit, avec vraiment des arguments qui sont réels, à mon sens. Donc voilà, tout ce que j'ai pu voir pendant mon alternance, c'est ça. Et aussi après, on- souvent dans les présentations, je crois que c'était le cas là, on voyait l'importance de la veille. Euh, Ça peut être effrayant, on va dire, de faire de la veille. Bon, ça semble un peu le boulot du stagiaire, pas hyper excitant, machin, mais en fait, en market access, je pense c'est hyper important du fait de la vitesse à laquelle l'environnement il bouge. Les laboratoires innovent, on l'a dit, à une vitesse, c'est de la folie. Donc, on est obligé de se tenir au courant de ce que fait le voisin, mais surtout en fait de comment évolue l'environnement, même l'environnement législatif. On voit cette année, on a une toute nouvelle réforme de l'accès précoce où tout change. Donc d'une année à l'autre, en fait, il y a vraiment tout un suivi à faire et qui est hyper intéressant parce que il va se répercuter immédiatement sur nos produits, quoi. Donc il y a des applications qui sont vraiment extrêmement directes. Et donc la veille, il faut Ok. pas voir vraiment ça comme quelque chose de tout simple. Alors, j'ai fait le master du coup de Paris Sud, Paris-Saclay, Market Access et évaluation médico-économique. Comment se fait la transition Amiens-Île-de-France? Je suis peut-être pas le bon exemple pour ça, étant donné que je veux rentrer chez moi, mais non, mais après c'est le mauvais exemple parce que moi je suis pas loin. Amiens, ça se fait bien en train, donc après non, c'est un autre style de vie. Je vais pas, c'est peut-être pas la meilleure année aussi pour me poser cette question-là, quoi. Je veux dire, je suis pas beaucoup sorti, donc on n'était Ok. pas sur une année excellente pour être à Paris, mais non, non. Après, de toute façon, je pense que les mentalités sont en train d'extrêmement changer. Le télétravail, ça devient quelque chose qui rentre dans les mentalités, même pour des laboratoires qui n'aimaient pas trop ça. Malgré tout, ça reste hyper important d'avoir des contacts avec nos collègues, etc. Moi, je le vois aussi là dans un contexte de fusion-acquisition, c'est encore plus délicat parce qu'il y a des gens avec qui je travaille tous les jours que j'ai jamais vus. Donc voilà, après on s'adapte, hein, ça fait partie aussi du. Je pense que c'est une des qualités du market access qui est nécessaire, c'est de la flexibilité. On a pu le prouver là, voilà, et c'est le cas de tout le monde hein, de toute façon. Donc maintenant la transition à Amiens-Paris, pourquoi pas? Après c'est un choix de vie, hein, je veux dire. Après, je pense que de toute façon les mentalités vont tellement changer que ce sera plus forcément une obligation d'avoir un pied à terre à Paris selon le laboratoire, selon le mode de travail. On, la semaine dernière, le président de Novartis qui a annoncé qu'il passait en télétravail en test à 100%. Voilà, le Il mode laissait libre de choix à ses salariés. libre choix, voilà, pardon. Mais bon, la possibilité est là maintenant, ce qui était impensable il y a un an, quoi. Donc, Ok. les mentalités changent et il y a du bien, il y a du moins bien, faut faire la part des choses, quoi. C'est clair que ces interactions-là, elles seront toujours hyper importantes, peu importe où on habitera, si c'est à Paris ou pas. Maintenant, on est flexible hein, en market access, donc on a su s'adapter. Je pose volontairement cette question parce qu'aujourd'hui, on a bien évidemment des étudiants qui viennent de partout en France. Les 2 masters qu'on va présenter prochainement sont 2 masters en Île-de-France. Donc, il est aussi important et intéressant que je te pose la question, toi qui as fait cette transition, même si elle n'était pas très grande en distance, Amiens-Paris, parce qu'elle Non, va non, mais je être, pense que la c'est question va intéressant devoir forcément se surtout. poser pour les autres lorsqu'il Ouais, va être question de mobilité, par exemple.
Non, mais clairement, surtout faut le souligner, en plus, dans le master que j'ai fait, on était 50-50 entre personnes qui venaient de Paris et d'autres facs. Donc, ça a toujours été quelque chose qui était comme une rumeur où Paris-Saclay peuvent beaucoup plus accéder au master de Paris-Saclay. Et c'est pas vrai du tout. Forcément qu'ils sont plus nombreux parce qu'ils ont des promos énormes. Moi, dans ma promo industrie, on est 12, donc forcément qu'on est moins nombreux en market access. Mais, non, non, après, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, au final, le choix est vite vu. L'opportunité et le boulot qu'on fait, je veux dire, enfin, si ça plaît, c'est pas juste le fait d'habiter à Paris qui va bloquer ça, quoi. Je crois qu'il y a des questions. Alors, est-ce que c'est Ouais. difficile d'être accepté dans le master? Enfin, pour moi, j'ai trouvé. Enfin, bah, après, c'est la question bête, quoi. Je veux dire, ça aurait été celle. Ça aurait été. Enfin, c'est une question qui est pas bête, hein, pardon, c'est une façon de parler, mais il faudrait demander à ceux qui n'ont pas été pris, je sais pas. Mais non, je pensais que je trouve que c'est une sélection qui est juste. C'est donc sur dossier dans un premier temps. Et donc, une première sélection est effectuée. Et après, dans un second temps, du coup, on a un entretien. Alors, je sais pas comment ça se passe, Kevin, maintenant. Que... Oui, c'est toujours pareil, Raphaël. On y reviendra peut-être lorsqu'on va présenter du coup la formation. Mais oui, oui, effectivement, il y a toujours deux sélections. Donc, une première sur dossier et une seconde, En entretien avec Isabelle exactement, si le et une dossier a personne du été CFA, reçu devant jury. Et là, pour le coup, en ce moment, c'est en visio entièrement. bien sûr. Ça va être en visio. Donc le format reste le même et c'est en visio. Après, pour répondre à la question sur la difficulté, c'est pas tant la difficulté, c'est enfin, comment on appelle ça, c'est que les places coûtent cher. C'est que chaque année, on a des centaines de dossiers qui sont déposés. On n'a que 20 élus par master. Ouais. Donc, mais c'est pas Après, ça je qui va pense rendre que la tâche difficile, encore une fois. Non, non, c'est un ratio qui est classique pour un M2, quoi. Sauf si je me C'est ça. trompe, mais bon, c'est Non, non, toujours c'est ça. des candidatures énormes et au final, bon, il n'y a que quelques élus, comme ça dit. Oui, Euh, c'est ça. Et ce qui va être pris en compte, c'est justement, parce que je vois que les questions vont dans ce sens, dans ce qu'on va regarder dans le projet, enfin pas dans le projet, mais dans le dossier, c'est justement la cohérence entre le projet professionnel, c'est-à-dire ce que vous allez vous-même présenter en entretien, et par la suite, les stages, par exemple, que vous avez fait ou que vous allez faire. ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose de global et il n'y a pas le profil qu'il faut pour le master. Euh, bah, là, par exemple, je vois participation à une association, oui et non. Enfin, il y en avait qui l'avaient fait, d'autres non. Les notes, enfin, franchement, il y a tout, Un hein. peu quand même. Un peu quand même, oui, bien Un peu quand sûr. même. Bien sûr, mais je veux dire, typiquement, c'est la question qui fait peur à chaque fois. Est-ce que si on a redoublé, ça bloque? Bah non. Enfin, je veux dire, Non. le pourcentage de redoublement ferait qu'il n'y ait personne qui. Mais non, non, c'est pas bloquant. C'est vraiment le projet professionnel, comme l'a dit Kevin. Si c'est quelque chose qui a du sens, si vous avez vraiment une motivation et l'envie de mener à bien ce projet-là, moi, je vois pas de raison. Il y a une question qui était posée sur le market access à l'étranger. Complètement, bah ça fait partie des choses qu'on aborde dans le master. On a quelques cours sur justement les procédures à l'étranger. C'est quelque chose je pense qu'on développe quand même pas mal après sur nos métiers. Euh, c'est quelque chose de super intéressant, je pense aussi, parce que chaque pays a sa spécificité. À son Euh, système de santé. Oui. voilà, exactement. Donc, rien qu'au niveau de l'Europe, c'est extrêmement varié. Au moment où on commence à avoir des réunions avec le global, on se dit, bon, c'est pas simple ailleurs forcément non plus. Mais c'est une opportunité de carrière à l'étranger, c'est pas du tout bloquant, quoi. Bien sûr. Idem pour la réalisation de son M2 à l'étranger. Je vois que la question est posée aussi. Est-ce que c'est autorisé de valider votre diplôme? Enfin, valider votre diplôme, il faut que ça soit dans une fac de format française, forcément, et dans votre fac d'origine, Mm. pour le passage de la thèse. Mais le M2, Le vous êtes bien master, évidemment libre de le faire où vous voulez. il n'y a pas un master de Market Access France, quoi. Par contre, on peut peut-être préciser si la personne est intéressée pour rentrer dans les deux masters qu'on gère, que l'apprentissage, pour la partie apprentissage, le contrat est un contrat français. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un Oui, contrat oui. Mm. d'apprentissage à l'étranger. Vous pouvez
Si votre employeur décide de vous missionner à l'étranger, vous pouvez effectuer une mission de courte durée à l'étranger pendant votre période d'entreprise. Mais par contre, comme il n'existe pas de contrat de travail européen, pour le moment. voilà, en tout cas pour le moment, du coup, vous ne pourrez pas effectuer l'intégralité de votre contrat avec une entreprise à l'étranger. On va peut-être laisser la main à Amélie. Oui. Désolée, j'ai eu un problème de connexion à mon ordi ce matin. Voilà. Donc, j'ai raté un petit peu l'objet de cette partie. Alors, excuse-moi, Amélie. Je pense que tu es un haut-parleur. Je ne sais pas si c'est que chez moi, mais ça grésille un peu. Oui, non, chez moi aussi. Et vous aussi? Ok. Alors, je ne sais pas si tu as la possibilité de mettre un écouteur ou... Tous, je vais essayer de me connecter. Là, ça va. Là, Là, ça marche. Ah bon, Ça va mieux. alors, je touche à rien. Du coup, je présente mon parcours brièvement avec un focus sur mon alternance, c'est ça? Oui. S'il te plaît. Alors, bon, j'ai fait pharma, j'ai fait pas mal, quand j'étais étudiante jusqu'à ma 5e année, j'ai fait beaucoup de stages volontaires dans l'industrie, j'ai fait un peu de réglementaire, un peu de marketing, j'ai bossé en officine, j'ai bossé à l'étranger, voilà, je voulais un petit peu toucher à tout, il y a plein de choses qui m'intéressaient, mais je me disais, bon, ok, ça me plaît, mais j'étais jamais complètement comblée, et puis petit à petit, et à force aussi de me renseigner, d'aller à des confs, de parler à d'anciens étudiants, etc. J'ai découvert le market access et puis le côté très transverse de ce métier-là, c'est ce que vous disiez Kevin tout à l'heure. Et c'est ça qui m'a vachement plu en fait. C'est qu'il y a un peu il y a du médical, il y a un peu de strat, il y a un peu de réglementaire, il y a un peu de business et puis c'est assez vif parce que ce que disait Raphaël aussi, c'est que c'est un environnement, surtout quand on fait du market access au niveau national, l'environnement change tellement vite que c'est rythmé quoi. Et donc j'ai découvert le market access comme ça. J'ai fait mon stage de 5e année à Descartes. Moi j'ai fait pharma à Descartes, donc mon stage de 5e année industrie. Moi, je te coupe parce que la question a été posée. Comment tu as trouvé ton stage? Alors en fait, c'est dans une entreprise où j'avais déjà fait des stages précédemment quand j'avais fait des stages volontaires quand j'étais plus jeune étudiante en pharma. Et du coup, comme j'avais gardé des contacts dans cette entreprise-là, j'ai trouvé mon stage de 5e année par réseau, quoi, on peut dire. Et en fait, je l'ai fait à Toronto, au Canada. Donc, j'ai découvert aussi tout un autre système de santé. Voilà, et ensuite, je suis revenue en France. Entre-temps, j'avais postulé au master EMAM, donc de Dauphine. Et puis, j'ai fait mon alternance chez Biogène. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Biogène, c'est une boîte de biotech qui est spécialisée dans les maladies neurologiques. Ils sont leaders sur le marché de la sclérose en plaques. Et puis là, ils développent aussi pas mal leur portefeuille dans tout ce qui est maladies rares. Bon, voilà. Et donc, moi, je bossais sur la sclérose en plaques, sur toute la franchise de produits, les interférons. Donc Avonex, Plegridy, c'est des produits qui étaient plutôt matures parce qu'ils sont sortis sur le marché dans les années 90. Donc c'était surtout du maintien du produit sur le marché, anticiper les plans de baisse de prix du CEPS, aussi intégrer ces produits-là dans la négociation globale qui peut se faire avec les autorités. J'ai fait 2 dossiers de transparence. Donc c'est bien d'en faire, c'est important d'en faire, de voir ce que c'est. Et moi, je suis contente parce que quand je suis arrivée, j'étais contente qu'on mette tout de suite là-dessus parce que c'est une fois qu'on a fait un dossier, on comprend bien ce que c'est que le market access. Et en fait, le dossier de transparence, c'est vous allez expliquer aux autorités pourquoi votre produit il est bien, pourquoi il marche, où est-ce que vous voulez le placer dans la stratégie thérapeutique. Quels sont les risques, tout ça c'est basé aussi sur des études cliniques et c'est aussi pour ça qu'on est très en lien avec le médical et le scientifique. Ça s'inscrit aussi, vous prenez aussi en compte la partie plus business et commerciale parce que vous,
en fonction de la façon dont vous allez placer votre produit dans la stratégie thérapeutique et le prix que vous allez négocier, ben, votre commercial et votre marketing, ça va les impacter. Donc, vous êtes au milieu de tout ça. Et de faire un dossier de transparence, de prendre en compte les problématiques de chacun et de construire cette stratégie-là. Alors, bon, moi, j'étais sur du produit mature, donc ce n'était pas la stratégie de la thérapie génique de l'année, hein, mais c'était une première entrée en matière qui était hyper intéressante et importante. Alors après, j'étais contente d'en avoir fait, j'en ai fait 2. Et puis après, j'étais contente aussi d'arrêter parce que c'est quand même très long et très fastidieux. Et voilà. Après, j'ai vu autre chose, j'ai fait un peu de pricing, de voir comment on définit le prix d'un médicament en interne dans un labo. Et ça, j'ai eu la chance de le voir parce qu'il y a plein de labos où ils sont très réticents et il y a très peu de gens qui connaissent le vrai prix net payé au laboratoire. Donc, j'ai fait un peu de pricing, un peu de strat. Et puis, j'ai fait tout un travail aussi sur l'accès précoce des médicaments. Les ATU, qui bientôt ne seront plus les ATU, ce que disait Raphaël, avec le PLFSS, tout va être chamboulé. Et puis après, en fait, j'ai ensuite bossé sur des produits beaucoup plus jeunes, beaucoup plus early, parce qu'après mon alternance, j'ai été embauchée chez Biogène, mais cette fois-ci sur la partie maladies rares, donc des produits en lancement. Et en fait, mon contrat a été, en fait, c'était un CDD, a été la continuité de mon alternance, parce que mon alternance, j'ai vu produit plutôt mature, plus facile entre guillemets, et puis une fois que j'avais fait mes preuves, on m'a mis en produit early. Donc j'ai vu un peu les deux côtés du market access national. J'étais en focus vraiment sur l'accès au marché français. Ça nécessite quand même beaucoup d'interactions avec les équipes Europe, etc. Donc aussi un bon niveau d'anglais. J'avais pas mal d'étudiants qui m'avaient posé la question plusieurs fois. C'est quand même important de bien parler anglais, bien le comprendre, bien le rédiger, parce que les équipes Europe et Global sont aussi beaucoup en support, vous aident. Et puis parfois, il y a aussi des projets qui sont menés dans plein de pays différents, et vous êtes inclus dedans, donc c'est hyper important de bien maîtriser l'anglais. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre ? Au-delà de l'anglais, quelles sont les autres compétences qui t'ont paru importantes, que ce soit sur ton année d'apprentissage ou par la suite, pour pouvoir réaliser ce métier en market access ? Je pense que savoir travailler en transversal et s'adapter, c'est hyper important. Si vous êtes quelqu'un d'hyper carré, machin, dès qu'on vous chamboule un peu, vous n'aimez pas ça. Bon, je ne sais pas si le market access, c'est le job idéal, dans le sens où il faut prendre ce que je vous disais, vous prenez les problématiques de plusieurs départements différents, il faut un peu tout prendre en compte, il faut prioriser, il faut, comme l'environnement change, que ce soit les compétiteurs, que ce soit l'environnement législatif, à chaque fois, très souvent, vous prévoyez quelque chose et puis en fait, ça se passe autrement, il y a une contrainte supplémentaire, parfois il y a des décisions aussi des autorités, on essaye d'anticiper au mieux, mais parfois il y a des choses assez surprenantes qui arrivent, donc il faut rebondir. Donc je pense que l'adaptabilité, et puis aussi la curiosité de comprendre ce qui se passe, que ce soit du côté des autorités ou des compétiteurs, est hyper importante. Il y a aussi un aspect communication qui est, je ne dis pas communication au sens marketing, hein, mais communication en général en interne dans votre boîte, parce qu'en fait souvent l'accès au marché est pas très connu. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah mais tu fais du marketing ». Non, le market access, c'est pas du marketing. Et du coup, c'est important aussi de communiquer auprès des différents départements parce que c'est transverse sur votre métier, vos problématiques, vos enjeux, les informations dont vous avez besoin, aussi avec les équipes terrain, donc les MSL dont on parlait tout à l'heure, parce que eux, ils sont sur le terrain, ils vont voir les médecins, ils peuvent choper des infos qui peuvent être hyper intéressantes pour nous. Donc je pense que la communication, du fait que ce soit un métier très transverse, est hyper importante. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
Et puis, il y a un côté aussi scientifique. Enfin, il faut analyser, enfin, analyser, comprendre et synthétiser des données, qu'elles soient scientifiques, donc des papiers scientifiques, etc., ou même des données chiffrées, parce que quand on fait du pricing, ça nécessite de manipuler quand même pas mal de données et de les synthétiser. Parce que, en plus, comme vous êtes, enfin, en tout cas chez Biogen, on est quand même assez inclus dans la partie stratégique. Et donc, quand après, il faut aller présenter devant le comité de direction, voilà, ça suppose de comprendre, synthétiser, bien s'exprimer. Voilà. Ok. Je pense que la synthèse est bonne. Bon, de toute façon, on va continuer, mais je pense que les questions continueront à affluer. Je veux juste rebondir sur une question tout à l'heure de la part du background pharma scientifique dans le market access. Il y a une majorité de pharmaciens, mais pas que. Il y a des gens qui sont économistes, il y a des gens, moi je vois ma chef, elle a fait des études de maths appliquées. Enfin, voilà, c'est pas obligatoire d'être pharmacien. Il y en a une majorité, mais c'est pas obligatoire. Et c'est aussi ça qui est enrichissant parce que vous bossez avec des gens qui ont aussi des prismes de vision et d'analyse un peu différents. Pouvez-vous nous parler de la partie HEOR? Moi, j'ai pas fait beaucoup de HEOR. Donc, Raphaël, Oh là non. disons que le HEOR, c'est la partie plus technique du market access, euh, avec c'est tout ce qui est la modélisation sur Excel. C'est lié à la médico-économie. Donc, l'idée, c'est de dire, ben voilà, on va sortir un médicament sur le marché. Quel va être l'impact en termes de prix, en termes de qualité de vie des patients, en termes de coût global, parce que c'est pas que le coût du médicament, c'est le coût du transport, c'est l'impact dans le système de santé, c'est le coût de la prise en charge globale par des kinés, des infirmières, etc. Donc tout ça, ça se modélise. Vous envoyez votre modèle aux autorités et puis les autorités, en fonction de ça, disent OK, ça vaut le coup de payer pour ce médicament et de le mettre en première place dans la stratégie thérapeutique, ou alors, ben non, ça vaut pas le coup parce que le médicament coûte vraiment très cher et en fait, l'impact est énorme et le gain sur la qualité de vie des patients n'est pas si incroyable que ça. Je force le trait, mais c'est une façon très simple d'expliquer ce que c'est que le HEOR, parce que très honnêtement, moi, avant de faire le master, je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Raphaël, si tu veux. Non, j'aurais pas fait mieux, hein. Et comment sont Euh, segmentées les disciplines market access et ouais, HEOR? bah c'est ça, ouais. C'est là que ça. Ouais. Ça Bah, c'est une dépend. bonne question parce qu'en fait, bah, surtout selon les labos, je pense que Ouais. t'as des missions qui vont se chevaucher entre les différents services, mais en gros, s'il faut vulgariser, on va dire que le market access, il est responsable du remboursement et du prix, euh, sans rentrer dans le détail des phases précoces, etc., où il peut intervenir pour le design d'études. Les affaires médicales, elles vont vraiment être en valorisation du produit, très en collaboration avec le marketing, parce que bah, ils vont vraiment valoriser nos données. Donc, c'est pas de la publicité euh, au sens large, c'est vraiment voilà, valoriser les données cliniques et probantes qu'on a eues. On ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est telle donnée et telle, il faut les valoriser. Là où HUR, en fait, ils vont vraiment euh, étudier la prise en charge. Bah, c'est ce que disait Amélie, hein. Typiquement, ils font le coût de la prise en charge aujourd'hui, mais en prenant tout, le coût de même le brancardier qui va déplacer le patient d'un service à l'autre, ou quoi, on prend tout en compte. Là-dedans, on arrive avec un médicament qui empêche qui permet que les patients n'aillent plus à l'hôpital, par exemple. Bon, bah ça va avoir du coup un différentiel de coût qui est énorme parce que ça va faire des économies. Et donc, de là, on peut se permettre de demander un coût de traitement supérieur. En fait, c'est là où HUR vont vraiment intervenir et modéliser et vraiment monter quelque chose de très, très technique. Donc, En fait, affaires médicales, pour moi, c'est vraiment les experts scientifiques des données cliniques mm, du produit et de, voilà, et de de la patho. valoriser et de donner un peu des billes au marketing et aux équipes terrain, euh, d'arguments scientifiques forts aussi par rapport aux compétiteurs. Ils sont vraiment experts des données cliniques et des études et ils connaissent leurs études par cœur, les chiffres et machin. Et HEOR, c'est vraiment, ils manipulent la donnée chiffrée. Mais Mm. voilà.
Et est-ce que vous ne pensez pas que HUR, c'est un métier d'avenir quand on voit qu'il y a une explosion des biotech et des thérapies de haute technologie qui coûtent cher et donc du coup qu'il faut valoriser tout ce qu'il y a autour du traitement thérapeutique plus que juste le médicament en lui-même et ce qu'il peut apporter aux patients? Si, clairement. Si, pour moi, c'est vraiment. Clairement, après, pas plus que le market access, si c'est ça le fond de la question. Non, non, il n'y a pas de Forcément, comparaison, mais c'est ça. je prêche pour ma paroisse, mais je pense en fait, de toute façon, les deux sont extrêmement liés parce que de toute façon, même d'un point de vue très, très concret, on dépose nos dossiers en même temps. Donc, rien que ça, c'est tout bête, mais c'est la finalité. Euh, Maintenant, oui, dans un environnement de pathologie, enfin de produits hyper innovants dans des maladies de plus en plus rares, donc très spécifiques, c'est clair que HEOR, on ne pourrait pas travailler sans eux, hein. Mm. Même ne serait-ce que sans forcément rentrer dans le détail pour le pricing, etc. Rien que pour modéliser le coût d'une prise en charge aujourd'hui, c'est du boulot, hein. Mm. Et après, c'est quand même des métiers qui sont très liés, mais Mm. qui sont quand même très différents. Parce que HUR, c'est vraiment c'est des techniciens, c'est des Ouais, cracks d'Excel qui font des modèles de je ne sais combien d'onglets avec des formules qui font 5 lignes. C'est voilà, le c'est même profil. très différent, Mm, c'est mm. très technique. Et, euh, et oui, évidemment que ça a beaucoup d'avenir, mais tout comme le market access prend de plus en plus de place en fait dans les boîtes et prend de l'importance. Bah, Ouais. justement, à cause du coût des traitements. Parce Voilà. qu'aujourd'hui, voilà, la solidarité nationale commence à nous dire, bon, bah, stop, mais en attendant, l'innovation, elle est là, quoi. Et le tout, c'est de l'amener aux patients. Enfin, je pense que c'est ce qui nous porte tous les matins, quoi. Mm, mm. Un pharmacien peut travailler en affaires médicales où il sera forcément devancé par un médecin. Non, en affaires médicales, il peut y avoir des médecins, mais moi je vois dans notre équipe médicale, alors le directeur médical est médecin, et je pense qu'en général, les C'est directeurs médicaux, toujours, ouais. Mm. voilà. Après, dans l'équipe médicale, non, moi, je crois que mes collègues, ils ont des masters de biochimie ou de biologie, et puis après, ben, leur carrière les a menés au médical, mais il faut une formation scientifique, parce que ce que je vous disais, c'est que ça suppose quand même de comprendre des études cliniques, etc., de lire des papiers scientifiques, donc c'est pas non plus donné à n'importe qui, mais pas obligé d'être médecin ou pharmacien. Et oui, MSL et affaires médicales sont liées. En fait, MSL, c'est vraiment le médical qui va dans les hôpitaux, quoi, Sur le terrain. le terrain. Voilà. Donc le MSL, pour compléter, c'est un métier. Affaires médicales, c'est un service dans un labo. Mm. Pour revenir sur le métier de médecin dans l'industrie pharma, il n'est pas si présent que ça. D'une part, on a une pénurie et on n'a pas une pluridisciplinarité qu'on peut retrouver sur d'autres professions telles qu'ingénieur, pharmacien ou scientifique supérieur. Pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Mais c'est important de préciser. Non, mais c'est ça. Mais les médecins, en fait, on les voit généralement au poste de direction. Euh, Là où, enfin, côté BMS, presque toute l'équipe affaires médicales est pharmacien, sauf le directeur médical, quoi. Est-ce que HEOR est mobilisé pour toutes les molécules ou uniquement pour celles qui demandent un ASMR bas? Ah, oh. Oui, oh. Euh, ouais. Je t'en prie, Amélie, hein. Vous avez des meilleurs ASMR que nous. Mais je sais Non, pas. bah, justement, c'est ce qu'on disait c'est ce que disait Charlotte à la limite, c'est que dans un environnement où on a de plus en plus de molécules innovantes dans des maladies rares, maintenant la modélisation, elle ne s'arrête pas juste parce qu'on va demander une ASMR 3 ou mieux, ou parce qu'on va avoir un chiffre d'affaires trop élevé, enfin trop élevé, euh, parce que justement, il faut juste déjà commencer à comprendre la pathologie. Euh, Amélie saura mieux en parler que moi, parce que bon, typiquement, les maladies rares chez Biogen, je pense que c'est plus commun, mais enfin, je sais pas s'il faut prendre euh, la myotrophie spinale ou des choses comme ça, c'est un monde, hein. C'est incroyable, hein, la prise en charge, ce que ça représente pour Non. rien qu'en fardeau des patients, au-delà de l'aspect économique. Parce que c'est ça la finalité, c'est qu'au travers, certes, des chiffres, je pense que ce que je cherche à montrer Chihuahua, c'est vraiment le fardeau pour un patient, quoi. Oh, carrément. Donc, Si ça vous dérange pas, on va enchaîner.
Ouais. Du coup, la transition est toute faite. Comme j'expliquais en préambule, l'idée pour chacune des personnes présentes, je crois qu'on est presque 40, un peu plus de 40 maintenant, c'est de préparer ou du moins de réfléchir votre intégration en entreprise. Pour ça, comme j'expliquais en préambule, il faut déterminer son avenir professionnel ou son projet professionnel. La formulation est exactement la même. Il faut partir sur quelque chose de cohérent et de construit. Quand je parle de cohérence, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur la localisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les laboratoires, ou du moins les sites exploitants de laboratoires, ne sont pas présents partout en France. Donc effectivement, si j'ai envie d'être HEOR à Marseille, ça sera beaucoup plus compliqué que de le faire à Paris. Tout simplement parce qu'il n'y a pas autant de labos dans les Bouches-du-Rhône qu'à Paris. Donc voilà, cohérence, c'est aussi sa construction, c'est que pour que le projet soit cohérent, on a quand même déterminé en amont une feuille de route, c'est-à-dire qu'on s'est quand même renseigné sur les différents métiers, comme vous le faites ce soir, connaître un peu les avantages, inconvénients, tenants et aboutissants, les niveaux de formation nécessaires, les secteurs, les évolutions des métiers. Donc voilà, tout ce travail que vous faites, comme celui d'être présent ce soir sur ce Zoom, constitue justement la construction de votre projet professionnel. Ça vous permet de savoir, grosso modo, quels sont les différents chemins et comment pouvoir y accéder. D'ailleurs, vous, comment vous l'aviez déterminé, votre projet professionnel, Amélie et Raphaël? Tu veux dire le choix de ce master-là? Aussi bien le choix du master que se dire, bon, bah, finalement, c'est cette filière-là, et quel est le meilleur moyen, quel est le meilleur cheminement pour arriver au métier que j'ai envie de réaliser plus tard. Bah, moi, c'est vrai que c'est ce que je disais un petit peu dans l'introduction quand je parlais de mon parcours, c'est que j'avais fait du réglementaire, donc euh, qui peut avoir un côté rassurant en se disant tout est bien carré, machin, tout est dans sa petite case. Mais bon, au bout d'un moment, moi, je me disais par rapport à mon tempérament, j'aime bien quand ça bouge et tout. Bon, ça me va pas. Alors après, je suis allée faire un stage en marketing. Là, c'était bien, mais je me disais, bon, c'est vrai que mon côté pharmacien, un peu expert scientifique, je trouve qu'il euh, n'était pas comblé, quoi. C'était pas très valorisé, entre guillemets. Et puis, il y avait le côté un peu strat, business, qui me manquait un peu. Enfin, après, en étant directeur marketing, oui, mais quand je voyais que les niveaux marketing un petit peu plus bas ne l'avaient pas trop. Et en fait, ce trio un peu il y a un peu de marketing, il y a un peu de business, un peu de strat, et puis le côté dynamique, challenge, etc. Qu'en fait, quand j'ai découvert le market access, ça répondait un peu à toutes ces attentes-là. Et puis le côté un peu aussi données chiffrées, très analytique. Moi, c'est vrai que j'ai un profil plutôt analytique, donc j'ai encore plus confiance, je dirais, à partir dans cette voie-là en me disant que ça allait me correspondre. Et je ne me suis pas trompée parce que ça me plaît, le boulot me plaît. Mais c'était surtout, voilà, j'ai testé plein de choses, j'ai fait le bilan en me disant qu'est-ce qui te plaît dans cette expérience-là, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu. Et puis c'est comme ça que j'ai tiré un peu des conclusions et que je me suis dit que l'accès au marché était important. Et ce que disait Raphaël aussi tout à l'heure, c'est que notre boulot, c'est quand même de la finalité et de l'objectif global, c'est de mettre à disposition des médicaments pour des patients. Et en tant que pharmacien, pour moi, c'est hyper important, quoi. Voilà. Et toi, Raphaël? Raphaël, est-ce que tu avais à l'époque J'aurais pas utilisé dit des mieux. outils particuliers? Non, j'aurais pas dit mieux. Après, là où je rebondirais juste, c'est sur le côté analytique où moi je le suis peut-être moins. Et pourtant, parce que je suis plus porté sur le côté stratégique. Donc, l'avantage, c'est que comme l'a présenté Amélie, c'est qu'au final, il y a tellement d'aspects différents que il n'y a pas un profil, je pense, de market access classique. Ça permet de vraiment s'intéresser plus ou moins à telle ou telle partie. Et je pense que c'est comme ça qu'on façonne nos alternances et après, par la suite, notre poste. C'est que on va se focaliser sur un côté en particulier ou quoi, où les gens sauront nous reconnaître comme le point de contact pour tel ou tel aspect. Typiquement,
je sais pas, moi, c'était plutôt la question des ATU, l'accès précoce, etc. Bon, bah, tu bosses à fond là-dessus et du coup, ça devient un peu tu deviens le point de contact dans le labo pour ce sujet-là. Donc, il y a tellement de possibilités, d'aspects différents, de sujets, de choses à faire que c'est hyper varié, quoi. Ok. Pour revenir justement un peu en amont, là où vous étiez peut-être il y a 2-3 ans, Raphaël et Amélie, je vais présenter un peu à tout le monde le site de l'INFIS, qui est l'Institut des métiers et de formation des industries de santé. C'est donc un site internet qui a été élaboré par le LEM, qui est encore en cours de développement par le LEM, et de mémoire par les conseillers en apprentissage, si je dis pas de bêtises, Claire, Oui, afin de exactement. pouvoir justement mettre à jour un peu, Oui, oui, on est en train de le mettre à jour. afin de pouvoir mettre en relation les formations existantes par rapport au métier. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ce site qui est, je trouve, plutôt bien fait, qui en plus est fait par Claire, afin de pouvoir voir les différents métiers existants dans l'industrie et trouver les formations, du moins chaussures à votre pied. Beaucoup de questions ont été posées tout à l'heure sur comment trouver un stage, comment trouver un emploi, comment Amélie a fait pour trouver tel ou tel type d'opportunité. Il y a déjà un premier élément de réponse que je peux vous donner, c'est la bourse de l'emploi du LEM. C'est donc un site internet dans lequel sont de facto inscrits tous les services RH des différents labos pharma, parce qu'ils sont tous adhérents au LEM, afin que ces derniers puissent déposer l'ensemble de leur offre d'emploi. Donc principalement de l'offre permanente, donc CDD, CDI, mais on peut de temps à autre trouver des stages ou de l'alternance. Donc aussi bien pour vos stages de 5e année que d'apprentissage, n'hésitez surtout pas à faire un saut sur ce site afin d'essayer de trouver une ou plusieurs opportunités. Et enfin, vraiment, j'insiste parce que mon alternance, je l'ai trouvée via le LEM, enfin, via vous, Kevin, mais du coup, via le LEM apprentissage. Et là, j'ai mon contrat chez du LEM, donc ça se termine, et j'ai trouvé un autre boulot et je l'ai trouvé sur le site du LEM Emploi. Donc, c'est vraiment Donc voilà. le site Donc ça marche. du boulot en industrie pharma. Voilà. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un saut. J'insiste beaucoup sur la partie stage de 5e année. Je crois qu'il y avait une question qui était posée tout à l'heure pour savoir comment trouver les stages bénévoles. Il n'est pas impossible de trouver des stages dès la 3e ou 4e année. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Encore une fois, la logique d'un labo pharma, c'est de se dire qu'on va plutôt capitaliser sur une personne qu'on va essayer de garder sur le moyen et long terme. Donc plutôt essayer de la prendre sur une 5e ou une 6e année avec la quasi-certitude qu'elle restera. La difficulté pour eux, labo, lorsqu'ils vous prennent en 3 ou 4e année, c'est que vous cherchez encore, vous n'êtes pas sûr forcément que vous allez finir sur une filière industrie, que vous cherchez également en termes d'intérêt, de métier, et surtout vous n'avez pas le même niveau de connaissance que vous allez pouvoir acquérir en 4e et 5e année, donc il est beaucoup plus compliqué pour eux de capitaliser sur vous sur les années antérieures. Mais encore une fois, il n'est pas impossible de trouver un stage en 2, 3 et 4e année. En industrie, j'entends. Donc, il y a un très, très fort bagage scientifique, mais ça, je pense que vos responsables pédagogiques et professeurs vous donnent l'info au quotidien pour le savoir. Mais au-delà de ce bagage scientifique et pharmaceutique solide, intégrer l'industrie de santé, et on va parler d'industrie de santé, on va arrêter de parler d'industrie pharma. Industrie de santé, c'est tant d'autres qualités qu'il faut avoir, tant d'autres connaissances qu'il faut avoir, et surtout des connaissances transverses. La principale, c'est la connaissance de l'entreprise. C'est-à-dire savoir qu'un laboratoire, déjà de base, peut se splitter en site exploitant, site de production, comprendre et savoir ce qu'on fait sur l'un et l'autre site, comprendre aussi le cycle de vie du médicament, savoir où démarre la création du médicament, par quelles différentes étapes ça passe et comment ça finit justement dans votre officine. Donc voilà, maîtriser et connaître un peu ce cycle de vie du médicament est indispensable, surtout lorsqu'on travaille au market access, pour comprendre ce qui se passe en amont et en aval. Parce que justement, vous intervenez entre guillemets sur toute la chaîne. Connaissance bien évidemment des politiques de santé. En France, si vous souhaitez travailler en France et dans les pays européens ou pays mondiaux où vous souhaitez travailler, il y a d'autres compétences ou appétences
qui sont indispensables et indissociables du métier de pharmacien industriel. C'est une très forte capacité d'analyse et de résolution de problèmes. C'est, je pense, un des très forts enjeux. Alors, je ne maîtrise pas toutes les facs de pharma, même si pendant de nombreuses années, je les ai visitées, j'ai pu échanger avec doyens, responsables de master et autres. Mais je sais que la 5e année, c'est une année où très souvent, dans vos cours, cette gymnastique intellectuelle vous est très souvent proposée de rencontrer des situations, devoir les analyser, trouver des problématiques et les résoudre. Donc ça, c'est des choses que vous allez bien évidemment rencontrer en tant que futur pharmacien industriel. L'anglais, je vous fais pas un dessin, aussi bien oral qu'écrit. On est dans un marché global et mondialisé avec des sièges qui sont au Danemark, au Japon, aux États-Unis. Et donc, bien évidemment, la langue officielle est très souvent l'anglais. Donc, une maîtrise de l'anglais est indispensable. Et bien évidemment, si vous êtes sur site de production, surtout, la maîtrise des procédés industriels et technologiques est quand même indispensable. Ah, je vois que les réponses sont données. Okay. Pour pouvoir intégrer l'industrie pharmaceutique, ce qu'on va surtout identifier en entretien, donc là, c'est des tips que je vous donne, c'est votre capacité à travailler en mode projet avec une équipe pluridisciplinaire. Encore une fois, travailler dans un service market access, HEOR ou affaires médicales, c'est être en lien avec des médecins, des scientifiques, avec des personnes de fonction support, avec des backgrounds, avec des diplômes totalement différents du vôtre, avec une façon de travailler et des procédés qui peuvent être forcément différents de ceux que vous avez pu rencontrer en école de pharma, en faculté de pharmacie, pardon. Et donc, cette faculté à pouvoir vous adapter à ce monde-là, c'est quelque chose qui va être indispensable. Faire preuve de capacité managériale sur le moyen terme. Dites-moi, Amélie ou Raphaël, si c'est des choses que vous avez déjà pu rencontrer. Mais le pharmacien dans un laboratoire ou dans une industrie de santé tend à très rapidement avoir des velléités ou des responsabilités managériales. Alors un peu moins sur site exploitant, beaucoup sur site de prod, mais très rapidement vous êtes mis à profit sur la gestion d'un groupe, sur la gestion de projet, sur différentes typologies de management à réaliser. Ouais. Du coup, ça nécessite. Juste, oui, pour rebondir sur ce point-là, c'est vrai que, alors, bon, on est encore junior, donc je gère pas une équipe, mais c'est vrai que quand on nous donne un projet, bah voilà, faut coordonner. En plus, qu'on n'arrête pas de dire, mais voilà, on travaille en transverse, donc faut coordonner tout le monde. Faut aussi sélectionner des consultants, les gérer, etc. Donc effectivement, dès qu'on voit que c'est bon, vous êtes un peu réactif et que ça roule, on vous donne des projets et il faut manager, quoi. Raphaël, je ne sais pas comment c'était chez CLG. Si, non, mais complètement. Dans ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est plus de la gestion de projet avec un point référent que du management vraiment à proprement parler, je pense. Mais c'est tout aussi important, surtout que je pense que c'est mine de rien une capacité managériale, d'autant que, après Amélie, tu m'arrêtes, mais on gère des projets avec des gens qui ont 2 fois notre âge. Ouais, alors ça, Donc, ça, au début, ça fait un peu flipper. Ouais. Et après, bon, ça se passe bien, mais au début, c'est vrai que enfin, moi, je pense que j'en ai parlé avec d'autres personnes, c'est quand même impressionnant. Ça peut être impressionnant. Ouais, le pharmacien parce qu'il y a cette étiquette, un pharmacien qui doit du coup être le référent machin, chose qu'on cherche pas du tout. Ça n'a aucun sens en plus dans une équipe. Et bon, quand il s'agit de donner des deadlines, mettre un peu en suivi parce qu'on sait que là, il va pas le rendre à temps ou quoi, et que derrière, bon, il y a toute une chaîne et que ça va nous tomber dessus ou quoi, et que la personne en question, elle a 10 ans de plus que toi. Bon, voilà, après, et je pense que c'est ça, capacité managériale, je le vois vraiment là-dedans parce que c'est toute une façon de faire et ça s'apprend, ne serait-ce que pendant l'alternance et après pendant notre carrière, quoi. Plus. Ça s'accélère dès qu'on rentre, je pense, dans le contrat qui suit, quoi. Ok. Donc avoir l'esprit de décision, forcément, la capacité de prendre du recul, savoir se remettre en question
et de facto la mobilité géographique et en interne, parce qu'il n'est pas impossible que tous les 2, 3, 4 ans, des évolutions ou des mobilités soient nécessaires parce que le service évolue, parce que les besoins évoluent. Donc, c'est souvent les pharmaciens qu'on fait monter en grade et en compétences. On va faire une rapide transition sur l'apprentissage. Qu'est-ce que l'apprentissage? L'apprentissage, c'est avant tout une forme contractuelle, donc une forme de contrat de travail. Vous connaissez le CDD, le CDI. Il existe le contrat à durée déterminée d'apprentissage. Aujourd'hui, pour vous, en l'occurrence, l'apprentissage dont on va parler, c'est celle de la 6e année, donc votre 6e année d'études de pharma, qui dure donc 12 mois pendant lesquels vous allez être, en fonction du master, on en reparlera par la suite, mais une partie du temps en entreprise, avec une réelle activité professionnelle, sachant que vous êtes salarié, et une autre partie à l'université ou dans l'établissement d'enseignement que vous allez choisir, pendant 12 mois. Donc vous allez alterner ces deux sites, ces deux lieux, pendant presque une année complète. Le fait de jongler sur ces deux activités vous apporte, à mes yeux, beaucoup d'avantages. Celle d'avoir, contrairement à une personne qui, sur une 6e année, ne fait qu'un stage, la possibilité de vraiment développer des compétences métiers et d'acquérir une expérience professionnelle sur une année. C'est-à-dire suivre un cycle d'1 an, rencontrer toutes les problématiques qu'on peut rencontrer de janvier à décembre ou du printemps à l'hiver. Appliquer aussi directement ce que vous faites à l'université en entreprise. C'est-à-dire que cas pratiques, retour d'expérience et autres sont très très importantes lorsque vous vous retrouverez entre étudiants apprentis, que vous allez pouvoir justement directement mettre en pratique ou avoir en tête lorsque vous allez du coup travailler au quotidien sur votre site exploitant. Et bien évidemment, obtenir ce double cursus, donc finir vos études de pharma et obtenir un Master 2. Qu'est-ce qui va changer en apprentissage pour vous étudiants? Comme je l'ai expliqué, le contrat d'apprentissage, c'est donc un contrat de travail, ce qui fait que votre statut prioritaire, c'est le statut de salarié. Vous allez me dire, oui, mais j'aurai toujours une carte d'étudiant. Oui, mais par défaut, c'est le statut salarié qui prendra le dessus sur votre statut étudiant. Par voie de conséquent, vous aurez un salaire avec la validation d'une période d'essai réalisée. Vous allez cotiser pour votre chômage, votre retraite et votre vieillesse. Vous n'allez plus avoir une mutuelle étudiante, même si je crois que si ça existe toujours, une mutuelle étudiante, vous allez être sous le régime classique. Et enfin, vous n'allez plus avoir de vacances scolaires, mais des congés payés. Voilà les principales différences statutaires, hein, j'entends, entre être apprenti, donc salarié, et être étudiant. Les slides s'arrêtent là, c'est normal? Oui, je crois que oui. La présentation ne s'arrête pas, mais... Il faut changer de diaporama. Je vais changer de diaporama. Hop, ne bougez pas. Et le second est là. Parfait. Maintenant qu'on a parlé des métiers, ou du moins du métier, l'idée c'est de rentrer un peu dans le cœur du sujet, de revenir un peu sur nous, CFA, et l'offre que nous proposons. Le CFA LEM Apprentissage, c'est donc un organisme de formation, centre de formation pour apprentis, créé il y a une quinzaine d'années par les industries par le biais du LEM, afin de répondre à une problématique qui était de pouvoir former et recruter les professionnels qui allaient intégrer leur entreprise. Le LEM Apprentissage aujourd'hui, c'est 6 sites, ou du moins 6 régions où nous sommes présents, physiquement ou pas que. Donc on a l'Île-de-France, on a la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est
Pays de la Loire, Val-de-Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes. On a, sur l'année 2020-2021, pour vous donner une idée, formé plus de 1200 apprentis, de nos DUST jusqu'à nos Master 2. Et on a pour objectif d'atteindre les 2000 apprentis sur 2025. On propose aujourd'hui 69 formations. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est plutôt le focus master. On en a 43, un double diplôme ingénieur pharma et un diplôme ingénieur génie industriel. L'ingénieur pharma, il est à Nancy et ingénieur génie industriel, il est sur Lyon. Donc là, vous avez sur votre droite l'ensemble des facultés avec lesquelles nous sommes partenaires. Donc on a majoritairement des universités, des facs de pharma, que sont celles de Saclay, de Paris, de Strasbourg, Bordeaux, Lyon. Mais on travaille encore une fois avec d'autres universités de médecine, par exemple, ou des écoles d'ingénieurs. Je cherche mes mots. L'idée, c'est de pouvoir justement vous former, enfin, la logique du CFLM apprentissage, c'est de pouvoir proposer une formation qui va répondre à l'ensemble des besoins des différents métiers de l'industrie du médicament et du cycle de vie du médicament. C'est-à-dire qu'on va avoir des formations aussi bien sur la partie recherche clinique d'ailleurs principalement, sur la partie réglementaire, la médico-éco, la partie prod, la PV, évidemment. Donc on est, ou du moins on essaye d'être présent sur l'ensemble du cycle de vie du médicament et proposer une formation adéquate et répondant aux besoins des métiers de l'ensemble du cycle de vie du médicament. Donc là, vous avez une frise très jolie que je découvre en même temps que vous. Bravo Claire. Qui représente justement l'ensemble des métiers et du moins l'ensemble des phases existantes dans l'industrie pharma. Le market access. Aujourd'hui, le métier qu'on vous a présenté, Raphaël, Amélie et moi, a une voie d'accès, ou du moins deux voies d'accès royales, que sont le master médico-éco et accès au marché de Dauphine, et le market access et évaluation médico-économique de Paris-Sud. Je vais laisser bien évidemment par la suite chacun présenter un peu son master, ses avantages et ses inconvénients. Après, à vous, bien évidemment, de faire votre choix. Je suis bien évidemment neutre dans cette histoire. Le master de Paris-Saclay, qui s'appelle donc Market Access et Évaluation médico-économique, qui est donc une formation qui forme à l'ensemble du contexte éco et réglementaire du produit de santé. D'ailleurs, c'est toi, Raphaël, qui était à Saclay. Ouais. Tu me confirmes que l'idée, c'est d'être dans une... Oui, je crois que tu l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on parle vraiment d'industrie de santé, non plus simplement du médicament. Complètement. Nous, c'est quelque chose qui est très axé en plus dans le master, c'est qu'on a 2 semaines full dédiées au dispositif médical. Et donc, on fait tout l'accès au marché aussi des dispositifs médicaux et qu'on étudie à fond. Ok, c'est ce que je voulais confirmation, j'avais un doute. Ok. Donc, bien évidemment, on a des taux d'insertion qui sont plus qu'excellents et on n'a pas de redoublement. Je ne m'autorise pas les redoublements d'ailleurs. Les atouts. Isabelle Borgé essaye vraiment de promouvoir la vie de groupe, axe vraiment son master sur la synergie de chacun. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je reprends une des questions qui était posée tout à l'heure. Est-ce que c'est pas forcément difficile d'entrer dans ce master? La réponse est non, pour la simple et bonne raison que si vous avez la chance d'intégrer ce master, c'est que Amélie et la conseillère en apprentissage qui fera le recrutement verra en vous la capacité d'entrer dans un groupe, verra le lien que vous allez pouvoir apporter à la dynamique, au master, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui va être recherché dès le recrutement, en fait, votre capacité à pouvoir justement intégrer ce groupe au-delà de la logique de votre projet professionnel, parce que c'est quelque chose qui est, aux yeux d'Isabelle Borgé, autant pour moi, quelque chose de très, très important. Une proximité avec l'équipe pédagogique.
couplé avec un effectif restreint. Donc, on est chaque année sur une vingtaine d'apprentis, une formation de qualité renommée auprès des professionnels. Obtenir ce master, c'est un gage de bonne insertion sur le marché du travail, mais bien évidemment l'autre aussi. Et c'est le seul des deux masters qui est dispensé dans une faculté de pharmacie. Par une On pharmacienne. a un module. Pardon? Par une pharmacienne en plus. Par une pharmacienne qui plus est. Effectivement, Pierre Lévy n'est pas pharmacien. On y reviendra par la suite. Un module dédié aux dispositifs médicaux et aux aspects économiques, prix, remboursement des nouvelles technologies dédiées à la santé. Donc, on est encore une fois, comme l'expliquait Raphaël, pas essentiellement sur du médicament, mais voilà, on va parler de produits de santé dans sa globalité. Donc ça, je le découvre, l'université est reconnue dans le classement de Shanghai. OK. Et ce qui est assez différenciant de l'autre master, sachant que chacun a ses avantages et inconvénients, c'est que là, on est sur un rythme d'une semaine de cours et 3 semaines à temps plein en entreprise. Et la pédagogie qui est décrite. Oui. On peut aussi notifier qu'ils ont un QR code sur le côté, parce que là, on a ciblé les atouts pour être le plus différenciant possible. Mais vous allez bien sûr retrouver tous les éléments d'information par rapport, par rapport à l'inscription, au programme, aux conditions d'admissibilité, etc. En vous rendant sur la page du CFA, en cliquant directement, enfin en tout cas en badgeant directement le QR code que vous avez sur le côté. Donc n'hésitez pas à le faire en même temps que Kevin vous présente les deux formations pour pouvoir voir les informations supplémentaires. Donc si une des deux vous intéresse, ou les deux. Donc je vous laisse flasher, prendre en photo le QR code. Pour l'alternance, doit-on trouver l'industrie? Oui. Non, vas-y, je te laisse. C'était justement pour la question. Pour l'alternance, doit-on trouver l'industrie avant de présenter une candidature? Si vous l'avez avant la candidature, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, ça ne change rien. L'idéal, encore une fois, c'est la cohérence du projet professionnel. Et souvent, on va vite le voir parce que si vous voulez intégrer ce master, c'est que forcément, dès la 5e année, vous avez forcément réfléchi à tout ça et vous avez éventuellement intégré un laboratoire pour faire du market access. Et il n'est pas impossible, et même c'est très souvent le cas, que ce laboratoire qui vous a intégré en 5e année souhaite vous garder sur une année d'apprentissage. D'ailleurs, c'est le conseil que je peux vous donner lorsque vous vous présentez, si c'est du market access que vous voulez faire, sur la 5 et 6e année, c'est de ne pas présenter votre candidature comme un simple stage de 5e année, mais comme une disponibilité pour un projet de 18 mois. Ça sera beaucoup plus percutant aux yeux d'un RH. Faut-il une note particulière au TOEIC afin d'intégrer le master? Aux dernières nouvelles, non. Encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. Plus vous avez de qualité à mettre en avant, et mieux c'est. Comme j'expliquais tout à l'heure, l'anglais est un fondamental dans l'industrie pharma. Donc, si vous avez en plus un test qui le prouve, tant mieux. Alors maintenant, je vais me tourner du côté de Raphaël pour lui poser différentes questions, même si voilà, certaines réponses ont déjà été apportées. Alors, je ne sais pas si des nouvelles personnes sont connectées depuis, mais on est plutôt en baisse qu'on ajoute. Pourquoi avoir choisi cette formation? Clairement, de toute façon, bon, voilà, pour le market access, c'est assez sûr. Je pense que la question, elle est plus orientée pourquoi un master plutôt que l'autre. Je pense qu'il faut vraiment trouver le rythme d'alternance qui vous convient. Ça va être ça, c'est clairement la base du choix, je pense, pour tout le monde. Moi, je trouvais que le rythme 3 semaines, 1 semaine, je trouvais ça plus agréable dans le sens où on pouvait rester plus longtemps en entreprise sur une période plus longue. Donc, ça nous permettait vraiment de porter des projets sur le long terme et en restant un moment en entreprise. Et vraiment profiter de l'apprentissage au final, quoi, parce que c'était vraiment ça l'avantage, c'était de passer du temps en entreprise, sachant qu'on arrive en 6e année, des cours magistraux assis sur une chaise, ça commence à faire long, ça fait minimum 5 ans qu'on en fait, si ce n'est plus, donc justement le rythme d'apprentissage c'était vraiment hyper important.
Et le ressenti, bah non, justement, c'est ça qui était top. C'est dans ce master-là, j'ai trouvé des applications pratiques immédiates. On fait des projets toujours de groupe qui sont vraiment très, très pratico-pratiques. On fait des dossiers de remboursement entiers, on fait une stratégie de pricing, on fait toute une stratégie de market access avec différents rôles, si on est dans la peau de la CT ou dans la peau du laboratoire ou du CEPS pour fixer le prix ou pas. Donc, c'est vraiment avec pas mal de mise en situation. Euh, on a des intervenants vraiment top. Ce qui était écrit en plus de la cohésion, même entre les promos précédentes, c'est vraiment hyper important pour Isabelle. Et c'est vraiment top parce qu'au final, typiquement, bah, cette année, c'était moi qui faisais un cours. C'est comme ça que ça roule et c'est comme ça que ça marche. Et je pense que c'est vraiment super parce que ça nous permet de voir des personnes qui viennent d'horizons hyper différents. On a des gens qui viennent de dispositifs médicaux, on a des gens qui sont dans les autorités, on a des gens à la direction de la sécurité sociale, au CEPS, à la DGOS, enfin vraiment de tous les horizons. Et, euh, et c'est ça qui fait vraiment la richesse de ce master, j'ai trouvé, du moins. Ok. On va passer sur le second master, qui est donc celui de Pierre Lévy à Paris-Dauphine. Je crois que l'appellation a changé. C'est PSL, voilà, ce que je cherchais. Évaluation médico-économique et accès au marché. Une formation qui permet de maîtriser les stratégies d'accès et de maintien sur le marché des technologies de santé. Donc là également, Amélie, tu nous confirmes qu'on est sur les industries de santé, donc on touche à tout type de produits, pas essentiellement le médicament. Oui, je confirme. 100% de diplômés, idem, je n'accepte pas de redoublement, et on a 92% d'insertion professionnelle. Un master de référence depuis 20 ans, donc effectivement le master de Dauphine est le premier master de France en market access. Il y a une grande complémentarité entre les cours et l'apprentissage, un enseignement de pointe, fait donc non pas par un pharmacien, mais par un économiste, qui fait à travers ses cours intervenir j'allais dire des pontes, mais non, je pèse mes mots, hein, avec une certaine renommée sur des structures reconnues. Le master a un rayonnement à l'international et on a une diversité de profils d'étudiants au sein du master. Donc, on est principalement quand même sur des pharmaciens de 5e année, mais on peut trouver des internes pharma-médecine, des ingénieurs en santé ou des économistes. Ils ont un réseau assez fort, celui de l'ADES, qui est du coup l'association qui réunit, pas que ce master-là d'ailleurs de mémoire, mais l'ensemble des masters de Dauphine, qui ont fait un réseau quand même assez dense à travers la France, l'Europe et le monde. Et donc, comme j'expliquais en préambule, on a une approche qui est beaucoup plus économique que le second, dans la mesure où le responsable pédagogique est un économiste. Idem, Amélie, pourquoi le choix de cette formation, enfin pourquoi ce master et quel ressenti après cette année d'apprentissage? Alors, pourquoi cette formation? Ce que vous disiez, c'est que le fait que ce soit une fac d'éco, voilà, j'avais fait plus de 5 ans, parce que quasiment 6-7 ans en fac de pharma. J'avais décidé de faire de l'économie de la santé. Donc, pour moi, c'était plus logique d'aller dans une fac d'éco. Je voulais voir autre chose, d'apprendre aussi avec un prisme, une vision aussi différente. Parce que la santé, d'accord, ça peut se voir via le prisme professionnel de santé. Mais moi, je voulais le voir et l'apprendre d'un économiste, et c'est ce que je voulais. Donc, il y avait... Est-ce que vous pouvez juste me remettre les questions? Voilà. Il y avait ça, il y avait aussi le fait que je savais que c'était une formation qui était avec des profils diversifiés. Donc, il y a une majorité de pharmaciens, mais il y a aussi des médecins, il y a des internes en médecine, il y a aussi des professionnels, donc des gens qui... moi, dans la promo, il y avait 2 femmes qui avaient entre 35 et 40 ans, qui avaient bossé dans l'industrie pharma et puis qui faisaient on peut pas appeler ça une reconversion professionnelle, mais qui en tout cas voulaient un peu changer de voie.
Et en fait, c'est hyper enrichissant parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est quand vous travaillez en groupe avec des gens qui ont des backgrounds différents, c'est là que la réflexion, elle est enrichissante. Parce que si vous réfléchissez qu'avec des gens qui ont fait pharma et qui pensent comme vous, bah, vous allez tous ensemble dans le même sens. Donc c'est bien, ça va vite, mais c'est pas toujours le plus enrichissant. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je recherchais beaucoup. Euh, un autre point aussi, c'était, moi j'aimerais bien bosser, partir à l'étranger, enfin, repartir à l'étranger après. Et c'est vrai que comme c'était le premier master d'accès au marché, il y a un gros réseau, ils sont réputés, puis même le nom Université Paris-Dauphine est aussi plus réputé à l'étranger. En France, ça change vraiment rien pour le coup, parce que enfin, moi, je vois dans l'industrie, même quand on choisit les alternants, etc., qu'ils aient fait le master de Châtenay ou de Dauphine, les deux sont très bien et très valorisés, il n'y a aucun problème. Après, je pense que pour l'étranger, il peut peut-être y avoir une petite différence. Euh, et puis, de ce que j'en avais entendu et de ce que j'en vois aussi maintenant, j'ai l'impression que le master de Dauphine, mais Raphaël, tu m'arrêtes si je me trompe, je crois que le master de Dauphine est plus technique d'un point de vue éco, parce qu'il y a aussi des cours d'économie un peu générale. On a vraiment des cours de modélisation HEOR, ce qu'on disait tout à l'heure, donc assez technique. On a des interventions de personnes des autorités, de gens de l'industrie qui font que du pricing, que de l'accès au marché, que du HEOR. Et à chaque fois, c'est assez technique, alors que j'ai l'impression que le master de Châtenay est plus pratique, dans le sens où, mais au sens, c'est pas du tout dévalorisant ce que je dis. Nous, on fait pas, par exemple, une stratégie de pricing de A à Z ou un dossier de CT de A à Z. On est vraiment sur de la Mm. connaissance plus technique, je dirais. Clairement. Non, c'est mon ressenti aussi. Et, Donc, on fait la même chose, mais sur des aspects différents, quoi. Toute la modélisation et tout ça, typiquement, nous, bah, c'est le meilleur passage de l'année, mais on le fait vraiment, la modélisation aussi, et application pratique avec en fait un produit vraiment derrière qui existe vraiment. Et ce qui est top en fait aussi, c'est que on prend des produits qui vont sortir. Et donc généralement, ça nous permet ensuite de voir un peu un contrôle qualité en fonction de ce que la HAS rendra comme avis par rapport à ce qu'on avait fait, quoi. donc c'est deux façons d'appréhender l'accès au marché Mm. différentes. Je pense que les deux sont très bien. Enfin, moi, j'ai une collègue qui a fait le master de Châtenay et qui est hyper forte et qui est géniale. Donc voilà, il y a pas, je dirais pas que Dauphine est vachement mieux que Châtenay. C'est juste différent. Le rythme Pas la même chose. d'apprentissage est différent aussi parce que nous, on est sur lundi, mardi en cours et le reste de la semaine en entreprise. Euh, Moi, ça m'allait bien. Après, ça dépend des gens, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises aussi qui préfèrent un rythme plutôt qu'un autre. Au moins, l'avantage de ce rythme-là, c'est que vous êtes là toutes les semaines. Alors, c'est vrai que du coup, il faut un petit peu à chaque fois rattraper le lundi, mardi. Mais bon, après, vos collègues savent que vous n'êtes pas là le lundi, mardi. Donc, ça, ça rentre aussi dans le rythme de l'équipe. Et voilà. Et de toute façon, moi, j'ai trouvé vraiment que là où je suis montée vraiment en compétence, c'est une fois que je crois que c'est à partir du mois de mai où il n'y a plus de cours et vous êtes 100% en entreprise. Et où là, enfin, moi, j'ai l'impression déjà d'apprendre deux fois plus vite, deux fois plus de choses et de monter en compétences, que les gens me faisaient plus confiance aussi. Euh, et puis parce qu'aussi on a plus confiance en soi parce qu'on connaît mieux son métier. Euh, je pense que le rythme est un petit peu différent au cours de l'année entre les deux masters, mais je pense que in fine, enfin, au point d'arrivée, on arrive à peu près avec les mêmes compétences et puis le même niveau d'assurance, tout en étant junior. Hein, mais voilà. Et sinon, ressenti de l'année d'apprentissage, bah, j'ai adoré mon année parce qu'on avait une super promo. Alors, c'est vrai que bon, le Covid est passé par là, mais on a quand même réussi à maintenir vachement de cohésion. Euh, et ça a été aussi un soutien important pendant cette crise-là. Euh, Super équipe. Ça m'a aussi permis de mettre un premier pied chez Biogène qui m'a embauché derrière.
Là, quand j'ai cherché du boulot, bon, j'ai trouvé du boulot, mais quand vous faites une alternance, que l'entreprise vous embauche derrière, c'est quand même un gage de confiance et de sérieux qui est énorme. Et derrière, quand vous cherchez du boulot en disant, bah, moi, j'ai fait une alternance et après, on m'a embauché, c'est un message fort aussi, quoi. Et ça donne envie aux futures boîtes de vous recruter. Et voilà. Et alors, mon conseil perso, si vous cherchez voilà, une alternance, moi, je trouve que c'est mieux de le faire dans une boîte, comme on dit, à taille humaine, entre guillemets. Biogène, la filiale France, on est 200. C'est pas énorme, mais vous avez un contact très facile avec tous les départements. Comme c'est un métier transverse hyper important, je crois que c'était un peu le cas chez Celgem, parce que c'était Exactement, on est une 150. et en fait, les infos circulent vite. Vous êtes sur des projets qui sont très vite vos projets parce qu'il n'y a pas non plus des équipes de 50 personnes. Et donc, vous touchez à tout. Vous faites du pricing, du médico-éco, du market access. Et en fait, c'est ça qui est formateur. Parce que si on vous met dans une petite case où vous faites tout le temps la même chose, vous allez le faire super bien, mais à la fin, vous n'avez fait qu'un seul truc. Mm. Donc, moi, je trouve, en tout cas, mon avis perso, c'est que vaut mieux viser une boîte qui n'est pas énormissime, et justement pour tirer le maximum de profit de cette alternance. Non, complètement. Et je pense qu'en plus, dans ces boîtes-là, on a accès à un niveau d'information qui est pas possible dans des grosses structures. Typiquement, enfin, je me suis vu travailler sur les carticelles. C'est pas toujours, c'est des sujets un peu touchy. Même tous les volets maladies rares, à chaque fois, c'est un peu touchy dans tous les labos. Donc, j'imagine moins dans des grosses structures vraiment qu'on ait accès à la stratégie de prix, au prix net et compagnie. Ça, c'est pas oublier, quoi. Non, carrément. Et même d'un point de vue pricing, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais moi, j'ai vu la clause de prix d'un médicament, c'est-à-dire comment le laboratoire définit, enfin, voilà, le prix d'un médicament et sa négo de prix et son accord avec les autorités. C'est pas le prix qui est publié au JO, hein, c'est un prix qui est confidentiel. Et c'est un truc de fou de voir ça en étant junior dans un labo. Enfin, je veux dire, Sanofi ou Artis ou Roche, les alternants, on ne voit pas les clauses de prix confidentielles. Et voilà, en tout cas, c'est un exemple que je trouve très fort pour illustrer ça. Et moi, on me l'a montré en me disant, voilà, on partage les infos, on se fait confiance. Tu te tais, tu vas pas le dire à tes copains de master, mais on te le montre et parce qu'on veut t'apprendre aussi ton métier, quoi. Donc, c'est important. Très bien. Je vais laisser à tous ceux qui veulent poser des questions les poser, parce que je vais par la suite enchaîner sur d'autres sujets annexes ou du moins connexes. Avez-vous des conseils pour trouver un stage de 2 mois quand on est en 4e année? Je pense que ça va être... Enfin, en 4e année, c'est surtout des candidatures volontaires. Sur LinkedIn, je sais que ça marche plutôt bien pour contacter des gens. Alors après, bon, il y a la stratégie un peu gros sabot. Bonjour, je cherche un stage et j'envoie mon CV. Et après, vous avez la stratégie un peu plus fine et peut-être aussi plus intéressante pour vous sur le long terme, c'est de contacter les gens, de leur dire, ben voilà, est-ce que j'aimerais bien parler de votre métier, etc., de dire que vous êtes intéressé, faire une approche un peu plus en douceur. Non, complètement. En plus, ça permet de toute façon, 2 mois, ce sera un stage d'observation. Donc, il faut le vendre comme ça, en expliquant bien que vous ne serez pas une charge, que c'est vraiment à but de découvrir et que potentiellement, je sais pas, vous avez fait de l'associatif, donc vous avez déjà pu travailler en équipe, j'en sais rien. Enfin, faut broder. Je sais que j'ai réussi à trouver mon premier stage en industrie pharma en vendant le fait que j'étais maître nageur. Franchement, faut tenter, quoi. Tant qu'il y a un projet, tant qu'il y a de la volonté, quoi, je pense qu'on peut tirer tout et n'importe quoi de chaque expérience pro, quoi. Comment on l'a vécu, ça peut servir dans tout. De toute façon, ça façonne la personne qu'on devient. Non, mais il y a toujours du positif à tirer de chaque expérience. Et tout commencer par là. Parce que toute expérience, c'est un moment où on vous a fait confiance, tout bêtement. Donc, ouais. Et puis voilà. La stratégie du moins la stratégie qui consiste à approcher des personnes pour se constituer un réseau,
cette stratégie, ou du moins ce conseil, c'est vraiment quelque chose à garder sur toute votre vie et carrière professionnelle. Tisser des liens, créer un réseau, vous renseigner, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire et le faire de manière perpétuelle. Aujourd'hui, il y a plein d'outils, les réseaux sociaux, LinkedIn, pour ne pas le citer, qui vous permet de faire ça de manière assez simple, souple et claire. Lorsque les uns et les autres s'approchent sur LinkedIn, chacun sait que c'est pour obtenir de l'info, pour obtenir un stage, obtenir un job, etc. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser ce très très fort réseau qu'est LinkedIn, par exemple, aujourd'hui, pour justement constituer votre carnet d'adresses et votre futur réseau professionnel. Et pareil, faites-vous, ça se travaille un profil LinkedIn, mais voilà, faites un profil LinkedIn qui soit clair avec une photo de vous. Enfin, c'est un peu une vitrine aussi. Et quand vous allez voir des profils de gens, enfin, moi, je laisse les notifications. Quand je vais sur le profil de quelqu'un, enfin, LinkedIn, c'est un peu une vitrine, quoi, que chacun montre sa vie pro, son parcours, etc. C'est l'intérêt de ce réseau-là. Faut laisser les notifications parce que la personne, elle va voir, ah, bah, tiens, on a un stage peut-être qui potentiellement se libère. Cet étudiant-là, il a déjà une première expérience en accès au marché. Voilà, faut se rendre visible et c'est fait pour. Donc faites-le. Moi, je me souviens quand j'étais étudiante, j'avais tendance à cacher les notifications, à dire non, mais il faut pas qu'il ait vu que j'ai regardé son profil. Bah si, en fait, c'est fait pour ça. Et puis, contactez des gens, n'ayez pas peur. Au pire, on vous répond pas, ou au pire, on vous dit non. Mais je crois que c'est pas un très gros risque. Donc Surtout que de toute façon, je pense que c'est un truc qu'il reste et qui est toujours vrai, mais c'est un monde minuscule. Donc, peu importe les gens que vous pouvez contacter ou quoi, ce sera jamais perdu, ce sera toujours perçu comme de la curiosité, etc. Et au contraire, c'est quelque chose qu'il faut. Et la chance que vous les recroisiez, c'est énorme. C'est tout petit. Et n'hésitez pas aussi. Encore une fois, 300 labos pharma et seulement 100 000 collaborateurs. Donc, c'est un Voilà. tout petit monde comparé aux 20 millions d'actifs en France. Tout le monde se connaît dans la pharma. Clairement. Et n'hésitez pas, alors, soit m'envoyer un message, mais moi, je sais que je l'ai fait plusieurs fois avec des étudiants ou des gens qui me contactent sur LinkedIn. Voilà, de proposer ne serait-ce qu'un appel, alors peut-être pas dès le premier message, mais moi, ça m'arrive de discuter parfois pendant une demi-heure sur c'est quoi l'accès au marché, c'est quoi le master de Dauphine, voilà, des étudiants ou des gens qui se posent des questions sur ce que c'est. Et moi, je le fais toujours avec plaisir, mais il faut pas hésiter. Alors, je vous dis peut-être pas dès le premier message, ça peut être un peu agressif, mais c'est des choses qui se font. Donc, faut pas avoir peur et il faut oser, quoi. En général, c'est surtout ça qui paye. C'est ceux qui osent. Exactement. Beaucoup de risques finalement parce que de se prendre soit pas de réponse, soit un non, ça va pas vous empêcher de dormir. Non, c'est ça. Je le confirme. Le LEM Apprentissage développe différents partenariats. Le plus important aujourd'hui est avec Andiem, qui est donc l'association handicap des entreprises du médicament, qui propose différents dispositifs afin d'accompagner et de suivre les étudiants des industries de santé porteurs d'un handicap. Donc, si voilà, vous souhaitez poursuivre vos études en santé et que vous avez autour de vous une personne porteur de handicap et qui souhaite suivre des études dans les industries de santé, les conseillers en apprentissage ou moi-même pouvons vous mettre en contact avec Andiem, qui est donc l'association qui vient en aide et en soutien aux différents étudiants. Donc il existe différents types de prise en charge. Donc là, vous avez une petite liste, mais je sais que la liste n'est pas non exhaustive. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte? Parce que j'ai fait le tour. Je pense que Raphaël et Amélie ont été plus que complets. J'ai déjà vu, je crois, un premier message de remerciement. C'est pareil, Romain, si il vous remercie. certains veulent En tout cas, activer leur micro.
Oui, je voulais juste intervenir pour notifier que si vous avez la moindre question, en tout cas, que ça soit relatif aux formations ou aux métiers, n'hésitez pas, on vous a mis des contacts. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site qui est encore une fois indiqué ici sur le diaporama. Vous avez aussi Jennifer, notre collaboratrice avec Kevin, qui s'occupe en ce moment de ces 2 formations. Donc, je vous ai mis son mail, vous pouvez la contacter si vous avez des questions bien précises sur les 2 masters. Et puis, je vous ai remis aussi nos réseaux sociaux. On a notamment notifié l'importance de commencer à constituer son réseau. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça vous permettra aussi de pouvoir échanger avec nos alumni par la suite. Si l'envie vous anime de venir en Île-de-France, n'hésitez pas aussi à demander à Jennifer de quelle façon nous pouvons aussi vous accompagner pour trouver une solution de logement. Parce que si je dis pas de bêtises, Amélie, tu étais déjà en Île-de-France? Oui, moi j'étais déjà à Paris, donc c'était plus facile, effectivement. Et toi, Raphaël, tu n'as pas rencontré de difficultés pour te loger en région parisienne? Bah, pas plus que ce que quoi je m'attendais, quoi. Je veux dire, c'était la jungle, hein. Tu retrouves, hein. Alors, Non, mais bon, là-dessus, je rebondis. On avait un partenariat avec I Love Home et on vous a fait plein de petites notes aussi intéressantes qu'on vous partage avec grand plaisir. Donc, encore une fois, voilà, n'hésitez pas à nous contacter et que ce soit pour des questions pratiques ou des questions précises sur aussi votre projet professionnel. On est aussi là pour y répondre. Donc, on est disponible, que ce soit Jennifer ou l'équipe au grand complet. Au pire, on vous redirigera. Sachant que le service proposé par le CFA, c'est l'accompagnement et l'aide à la recherche d'entreprise. Donc, on n'est pas là que pour vous recruter sur le master. L'idée, c'est de vous suivre tout au long de votre recherche, voire même tout au long de l'année, avec comme principale mission de vous trouver un laboratoire pour que vous puissiez réaliser votre 6e année en Market Access. Si vous voulez faire du Market Access, évidemment. Bon, je crois qu'il n'y a pas plus de questions. De toute manière, les mails sont présentés. Il n'y a plus le numéro de téléphone, il y a les adresses, il y a le site internet, il y a le LinkedIn et le Facebook. Donc, à vous de jouer. Contacter du coup Raphaël et Amélie sur LinkedIn, je pense. Si vous avez des questions. Merci à vous deux du coup de vous être disponibles ce soir pour ce petit retour. C'était super sympathique, surtout qu'il y a 2 masters où on avait la représentation des 2. Et merci à Kylian et Claire aussi d'avoir été présents pour Au plaisir. merci à vous. Et Bonne soirée à tout le monde. Merci aussi à vous, Charlotte. Bonne soirée à tous. Bonne soirée encore. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.